passer la parole à notre public. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Je vois qu'il y a quelques mains qui sont levées. Allez-y, posez votre question. Merci. Je m'appelle Joris Bjerke. Merci pour cette invitation. Et j'ai l'impression que j'ai déjà passé une semaine ici, tant les débats ont été riches. Donc tout d'abord, comme divulgation, j'aimerais vous dire que je suis politicien, je suis sénateur néerlandais et en ce qui concerne Tocqueville, je suis plutôt centre-gauche. Donc je suis un progressiste, un libéral et j'étais réellement choquée par l'élection de Donald Trump. J'ai été choquée, sidérée et je me suis demandé mais pourquoi ça arrivait? Et vous avez expliqué, vous avez donné différentes raisons. Déclin économique, certains événements culturels, l'immigration. Mais en fait, j'ai mieux compris les choses lorsque j'ai commencé à lire Righteous Mind de John Haidt. Et lui, il a parlé du code moral. Et ce matin, on a parlé de la religion, mais je pense qu'il faut vraiment parler du code moral. Et en fait, c'est ce côté vertueux que prônent les progressistes et qu'on oublie l'autre code moral. Ce sont certaines valeurs, c'est la loyauté, c'est le patriotisme, les valeurs familiales. Ce sont d'autres valeurs que nous, et ce sont des valeurs qui ont tout autant de valeurs. Donc Jonathan Haidt, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé ces valeurs, mais il a également commencé un dialogue qu'il appelle Braver Angels. Et donc, il a organisé des rencontres à travers les États-Unis. Donc, que pensez-vous de cette analyse? Et est-ce que vous pensez que ce pourrait amplifier les tendances positives? Donc, qui veut répondre à cette question, Andrew? Oui, c'est très important en termes de restauration de la communauté. Mais ce que je pense assez dérangeant, c'est que nous avons commenté dans tous nos débats sans supposer que nous voulons un résultat commun. Nous avons l'hypothèse qu'il nous faut gagner à tout prix. Et ce que ça fait, c'est que ça diabolise l'autre et ça l'empêche d'être un véritable citoyen. C'est une conversation qui devrait avoir... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée de citoyenneté dans le monde entier, hein, pas uniquement aux États-Unis? Parce que l'idée de citoyenneté est exclusive par définition. Elle est définie par ce que le contexte légal et juridique peut dire. C'est critique pour l'action et pour l'avenir d'une nation. Cela suppose que dans ces catégories vont disparaître l'exceptionnalité américaine. Et surtout, la citoyenneté américaine est parée de belles qualités qui permet à de larges communautés d'être co-responsables des uns des autres et de développer de la solidarité. Je pense véritablement qu'au bout du compte, les développements que nous voyons en Europe, aux États-Unis, et de plus en plus en Europe, à vous dire, et aux États-Unis également, la Chine n'est pas une partie européenne, mais elle en fait presque partie. Elle a des biens chez nous, elle pénètre notre technologie, elle nous vend la sienne, elle change le paysage des infrastructures. Ils ont fait ça aux États-Unis également. Jusqu'à ce que nous réalisions bien que cette mode de globalisation ne peut pas être durable, je pense que pour les prochaines élections supplémentaires, il va falloir cesser d'avoir toutes nos biens et nos usines en Chine. On ne peut pas dépendre de la Chine pour tout ce qui est vital chez nous. Deuxièmement, depuis la première fois, depuis les années 90, nous avons un débat sérieux sur le fait que les priorités de sécurité nationale doivent avoir la priorité sur les décisions économiques dans des secteurs clés. Parce qu'à nouveau, la capacité de donner une sécurité nationale est le plus important. C'est l'interaction avec les citoyens, c'est la définition du système. Je ne nommerai personne, naturellement, mais je crois qu'un leader qui sort avec une articulation très claire de ce qui va venir après cet âge de la mondialisation
ce Brave New World aura beaucoup de support du public dans notre pays, parce qu'un large segment de ce qu'on nous parle. J'ai des amis au Tennessee qui disent si vous vous trouvez dans un trou, il faut cesser de creuser. C'est un principe assez sain, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que le status quo n'est pas possible à conserver. Le problème est que nos leaders dans les affaires ont investi tellement en Chine en termes de ventes et recettes que chacun a peur et que de reculer là-dessus. C'est la question existentielle maintenant qui va venir et on peut pas être négatif sans arrêt. Je n'essaye pas de le faire, mais de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous venons de 20 ans d'aide de l'État que nous avons structuré d'un confort de haute intensité. Nos adversaires, pendant ce temps, investissent chez nous. Peut-être les résultats dans le cycle suivant sera d'utiliser. Nous aurons une sensation de notre communauté. On pensera que le prochain leader expliquera très clairement l'enjeu pour le pays. Est-ce qu'on va rester indépendant ou est-ce qu'on va être un État tributaire? Est-ce que l'État va dépendre du réseau chinois ou est-ce qu'elle va être la porte de la communauté transatlantique en Asie? Merci beaucoup, Andrew. Je suis tentée, mais nous n'avons pas le temps de répondre à ce que vous dites. Est-ce que c'est une justification de donner un coup de couteau dans le dos aux Français en ce qui concerne les accords touchés entre les États-Unis, l'Australie et les Britanniques? Cette idée de rompre le contrat, qui à mon avis est très contestée par de nombreux citoyens aux États-Unis, comme vous le savez, des gens qui étaient ici et qui pensent que c'est très mal de faire cela, mais comme vous le savez, il y a beaucoup d'émotions en France en ce moment pour ce changement des États-Unis, ce problème. J'aimerais dire quelque chose. Merci, monsieur, pour votre question et merci de me laisser la possibilité de dire quelque chose de positif encore. Jonathan Hayden est quelqu'un que j'adore absolument. Et quand j'ai pris ce boulot, le premier livre que j'ai consulté était The Righteous Mind. Et vous avez tout à fait raison dans votre diagnostic et dans vos références. Un élément clé étant que la gauche et la droite parlent différentes langues. Langage, c'est comme deux navires qui se croisent en pleine nuit. Et moi, je ne suis ni à droite, ni à gauche, ni à gauche. Je pense être aussi indépendant que possible. Évidemment, chacun a ses partis, mais l'une des choses que Jonathan a vues très clairement, ce sont les dangers de mépriser les gens lorsqu'on leur parle et le danger qui existe lorsque les gens se sentent méprisés. Et c'est le langage de la certitude. Quand vous êtes certain de quelque chose moralement, il y a toujours le danger de tenter de l'imposer de façon arrogante. Quand je pense aux insurrectionnistes du 6 janvier, même quand je crois que j'ai vu les jours les plus terribles de l'Amérique pour la démocratie depuis la guerre civile, même là, je vois encore que si vous prenez leurs demandes pour intéressantes, si vous mettez dans leurs chaussures, leurs actions ont une certaine logique. Et en termes des différentes valeurs entre la gauche, que souvent ne parlent pas la même langue que celle des familles, de l'histoire, de la tradition, etc. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Et ce qui était intéressant pour moi, et ce que j'espère va se passer de plus en plus dans les années à venir, bien que je ne sais pas si je dois être très optimiste à ce sujet, nous pourrons peut-être alors développer des manières de se discuter entre nous, même si nous ne sommes pas d'accord, mais de parler de manière qui traite des croyances que nous avions les uns et les autres. Ce que ça signifie, ça veut dire que le changement climatique, par exemple, je crois que quelqu'un d'avant a dit qu'il y avait une attitude pratiquement religieuse pour laquelle les gens considéraient le changement climatique. C'est vrai, on parle du changement climatique en termes
religieux, c'est mal, c'est sale, etc., etc. Pendant ce temps-là, moi, je suis un consultant de management préférant. Et ce que je pense, c'est quelle est la taille du problème, quel est le risque d'un mauvais résultat et comment limiter ce risque. Et ce n'est pas une question de moralité inhérente. On ne doit pas en parler en ces termes, il faut en parler en termes de tenter de régler un problème face à face. Et c'est quelque chose que je crois que nous ne faisons pas. Donc j'espère qu'on pourra prendre de ces leçons que Jonathan a tellement justement mis dans son livre pour que ce soit plus productif. Si je peux ajouter quelque chose à ce problème qui me tient à cœur personnellement à cause de mon travail, je crois que vous avez parfaitement raison de parler de condescendance qui est très mauvaise pour la gauche, qui a été si mauvaise pour la gauche, et tout à fait contre-productive dans leur tentation de disqualifier Trump et dans ses votes. Et j'ai été frappé, non pas par Jonathan Haidt, mais par cette série de présentations à la télévision avec Van Jones, qui est quelqu'un qui est à gauche en Amérique, assez à gauche d'ailleurs, et qui était effaré par ce qui se passait sous la rébellion Trump et qui a commencé à aller dans les régions de Trump pour parler aux gens. Et il est allé à Gettysburg, qui est évidemment un pays, une région Trump, ça n'a pas changé. Et il leur parlait, il frappait à la porte, il rentrait chez les gens, il leur parlait. Et il n'était pas tout d'accord avec eux, mais il n'arrivait pas à les convaincre que le fait qu'il les considérait comme des humains tout à fait nouveaux était la chose la plus importante. Parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, si on se tient sur un plan d'égalité, et en journalisme, c'est exactement ce que nous devrions faire, et ce que nous tentons de faire. Et je pense que l'un des problèmes de la campagne de Trump est que les journalistes, la plupart d'entre eux, n'ont pas en fait suivi cette campagne en frappant aux portes, comme Van John l'a fait. Ils l'ont suivi de Washington ou New York. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Regardez à J.D. Vance, par exemple. Il y a deux J.D. Vance, il y a deux personnes. Il y a le J.D. Vance qui a écrit Albéliologie, qui a offert une explication honnête de ce qui s'est passé dans ces pays qui soutenaient Donald Trump, mais qui simultanément a reconnu les dangers de la rhétorique de Trump et de beaucoup des attaques, beaucoup des mensonges qui ont été proposés. Maintenant, si vous regardez J.D. Vance aujourd'hui, il pourrait discuter avec lui-même. C'est schizophrénique. Il y a deux éléments. D'un côté, les gens qui, à l'origine, ont tenté de comprendre les autres, d'expliquer la position des autres, et puis ceux qui ont exploité cette compréhension, exploité cette position pour certaines mesures de gain personnel. Donc ça, c'est également une tendance dangereuse. Mais d'ailleurs, il va se présenter, si je ne me trompe, de ma position, parce que moi, je l'ai suivi tout à fait récemment. J'ai regardé les résumés. Il est d'accord avec les éléments de base du programme de Trump. Et c'est ça qui l'anime. Oui, non, mais je voulais dire 180 degrés à l'envers de ce qu'il était il y a quelques années, quand il est commencé célèbre après avoir écrit son livre. Mais vous avez raison, oui. Mais maintenant, non seulement il se présente aux élections, mais il essaye de diriger les griefs des gens dans une certaine manière. Peut-être, de façon qu'ils puissent capitaliser. Donc, d'autres questions, peut-être? Prenons d'autres questions dans le public. Je vous en prie. Oh, pardon, je crois que Marie voulait s'exprimer. Ou peut-être faire un commentaire.
Merci infiniment pour cet échange plein d'esprit. J'ai une question qui va permettre aux gens de lier les choses les uns aux autres. Les intervenants semblent d'accord que la route de Trump vient de griefs économiques et bien que certains points culturels est aussi. Pourtant, il y a un puzzle là, parce que le programme économique de Trump était très conservatif et pourtant il a connu beaucoup de réussites. Moins de chômage depuis des années, les occasions de voir du bénéfice sont indifférenciés, les problèmes d'immigration ont été résolus. Donc, la fondation du mécontentement, il a pourtant perdu. Et il savait ce que le programme de Biden allait voir parce qu'on a connu les années Obama, on a vu ce qui se passait, la croissance de plus en plus de mécontentement et on voit où on en est ici. Certaines minorités, il y a de plus en plus de différenciation entre les citoyens. Donc maintenant, est-ce que je pourrais demander aux gens de réfléchir sur ce que je viens de dire et de penser à ce que ça pourrait amener en termes de programme populiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que crée Biden maintenant dans ce pays? Merci. Je pense qu'une des choses les plus importantes pour la manière dont Trump a changé la nature du Parti républicain, il a reçu le plus haut niveau d'Asiatiques américains ou de vote noire depuis 40 à 50 ans. Et là, une des raisons était ses politiques, parce qu'il a créé plus d'occasions pour les gens d'avoir moins de désavantages pour ces communautés. Je crois qu'il y a eu une excellente feuille de route, il y a beaucoup de succès. Maintenant, on va revenir en arrière, naturellement. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut mettre plus de capital sur la communauté noire ou leur rendre le capital plus accessible pour que le président Trump puisse mener à bien son plan Platinum, qu'il s'agisse de remettre de l'argent dans les communautés. Il y avait beaucoup de choses excellentes là-dedans qui malheureusement vont disparaître, j'ai peur. Mais je veux dire quelque chose dans ce qui en parle des partisans. Maintenant, je ne crois pas que nous allons avoir un moment où on s'assied avec Dan Corleone et on va s'entretuer. Je pense qu'on va être sans doute en discussion pendant quelque temps, mais j'espère que la politique économique du président Trump va continuer. Une dernière question, peut-être? Peut-être il est trop tard maintenant, mais j'aimerais bien dire ce qu'Andrew a dit au départ. I'm for liberal democracy, and you suggested perhaps we should have viewed it in strategic terms of hard power more. And I wanted to ask, is there not perhaps another explanation, which is that liberal democracy in and of itself isn't a sufficient glue? N'est pas une définition suffisamment robuste de ce que c'est une démocratie pour être source de fidélité, pour être source de stabilité. Dans une certaine mesure, si le récit consiste à dire que la démocratie libérale en tant que telle explique le triomphe suite à la chute du mur de Berlin, cela allait forcément miner ou saper la confiance nationale parce que la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est juste un système politique. Il ne propose pas forcément de ciment en tant que tel. C'est une question magnifique à mes yeux. Alors, je vous rappelle ce qui s'écrivait à l'époque. La fin de l'histoire, n'est-ce pas? La Terre est plate, les Balkans s'effritaient, implosaient, et on ne voyait que ça. Alors, il faut s'approprier culturellement les institutions. Alors, ce qui m'inquiète maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on critique ces institutions, on retire encore une pierre à l'édifice, alors que
Cet édifice a pris des années à construire. Moi, je disais à mes étudiants, construire un argumentaire pour soutenir une thèse. Alors, c'est évident pour vous comme démarche parce que ça fait partie de votre système éducatif, construire un raisonnement. Mais la guerre froide a créé un hubris, et je le dis en toute conscience. Cette hubris avait pour discours, vous allez construire ces institutions et nécessairement, cela va opérer une transformation dans les têtes. Et 3 mois avant l'invasion en Afghanistan, alors je travaille sur la transformation du bloc post-soviétique. Il y avait d'autres qui travaillaient sur le Japon et l'Allemagne de l'après-guerre. La question se posait, alors, quelles leçons à tirer de la transformation de l'Irak? Moi, j'étais abasourdi qu'on se pose cette question-là, parce que le bloc ex-soviétique, le Japon et l'Allemagne, ne s'appliquent absolument pas au scénario irakien. Il n'y a aucun désir aspirationnel pour renouer avec la démocratie et en arriver à un État souverain consolidé. C'était absolument pas au programme pour les Irakiens. Alors, pourquoi est-ce que nous en sommes là? Parce que depuis 30 ans, on a une vision libérale sur le plan social, que vous soyez à droite ou à gauche, mais qui nous ramène au moins un point. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut agir. Comment comprendre, comment analyser ce qui n'a pas fonctionné. On ne va pas mettre la faute sur Jacques ou sur Paul, mais c'est pas ça. Mais il faut s'interroger. Après la guerre froide, moi je pense qu'on disait, est-ce qu'on peut faire ça? Ah ben, la raison, c'est oui, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir, est-ce qu'on devrait faire ça? C'est quoi le coût de l'opportunité? Quelles en sont les conséquences? Et pourquoi est-ce que c'est dans l'intérêt national des États-Unis de faire cela? Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais pour moi, je pense que nous sommes dans cet ouragan, car tout le monde va critiquer l'issue d'une échéance électorale, tout le monde va critiquer les institutions, que ce soit les judiciaires ou autres, mais cela, franchement, cela va déliter l'édifice. Et au fond, nous sommes au milieu d'une pandémie, une pandémie qui nécessite pour certains des actes arbitraires gouvernementaux, ce qui fait naître dans les têtes des questions s'agissant du bien fondé de ces décisions. Alors un bureaucrate va dire, vous ne pouvez pas avoir plus de 15 personnes dans la salle. Mais pourquoi ça? Pourquoi ne pas 15, 16, 18? Pourquoi est-ce que vous savez que ce chiffre est exact? Et donc, ceux qui prétendent avoir une expertise se voient critiquer. Et donc, jeter les bases du jeu ou délimiter le terrain de jeu, ceux qui les délimitent sont critiqués. Alors, j'ai été longuement dans le système universitaire américain. Et au fond, je pense que nous créons des gens extrêmement diplômés, mais qui sont dépourvus de compétences de base. Alors, ils sont endettés à hauteur de 250 000 $, mais ils ont vraiment les compétences sociales ou autres d'un barman. Ils n'ont pas les compétences qui leur soient utiles. On surproduit ces gens-là. Alors, je vis dans un pays qui continue à fabriquer du fer. Les Allemands fabriquent des choses que la globalisation a toujours estimé dépassées. Mais ils vont transférer une culture technique d'une génération à l'autre. Il y a des internats auprès de BMW et le reste. Et donc, en fait, quand vous sortez avec votre diplôme, vous êtes doté également de compétences techniques. Et la voie technique, d'ailleurs, donne des débouchés qui sont prestigieux. Alors, l'ascendant occidental sur les soviets, où reposait-il? Notre alliage, nos salles blanches,
les processus, l'héritage de nos prédécesseurs. Quand vous arrachez tout ça, les Allemands ne vont pas faire ça, hein, ils vont protéger. Mais nous avons arraché tout cela. À l'emporte-pièce, nous l'avons confié à notre adversaire. Et donc, cette main-d'œuvre dans l'automobile, par exemple, à la Détroit, sur 3 générations, ont pu constituer un savoir-faire remarquable. La génération suivante, tout ça est arraché. Eh bien, c'est comme au Bangladesh, en fait. C'est le même niveau des compétences qui se déploient sur les territoires indiens, peut-être. Alors, pourquoi recruter les Américains? Parce qu'on peut aller dans les pays à bas prix. Mais les Chinois, au contraire, ils ont centralisé les chaînes d'approvisionnement. Sans merci, ils ont éliminé la concurrence parce que, avec la cherté de main-d'œuvre chinoise, cela va faire partir les commandes loin de la Chine, mais c'est faux. Antibiotiques, on les source à 80% chez les Chinois. Hein? Donc, on n'a pas les inventaires et la création de puces. 60% des recettes des entreprises américaines qui fabriquent des puces proviennent de la Chine. Et l'arsenal militaire, les dispositifs militaires, avec des composantes intelligentes, chinoises. Donc là, je ne veux pas miner ce qu'on fait ici, hein, et ce qu'on fait depuis 4 à 5 ans aux États-Unis. Bon, dans certains domaines, c'est important. Mais que ce soit Trump, que ce soit Biden ou quelqu'un d'autre, c'est un problème. Si on ne s'interroge pas sur les fondamentaux, les assises même du pouvoir. Et je vais terminer sur ce point. La question clé, David Goldman, c'était l'un des universitaires les meilleurs que j'ai jamais connus. Il a passé un certain temps en Chine, il comprend les problématiques. Alors il dit, au fond, vous ne pouvez pas contenir les Chinois, il faut les battre sur le plan de la concurrence. Donc la question est la suivante. Est-ce que les Chinois peuvent innover sans passer par les expertises américaines? Avant Covid, 1 million d'étudiants étrangers étaient chez nous. 370 000 de ces personnes étaient des Chinois. Hein? Et les autochtones, si je puis dire, américains, qui sont sur ces places universitaires, c'est rien. Et il y a d'autres compétences. Comment dire, ils vont jamais pouvoir, avec le diplôme, rentrer sur le milieu professionnel au même niveau que les Chinois dotés de nos diplômes. Donc voilà. Démocrates, républicains, que sais-je encore, il faut vraiment prendre à bras-le-corps ces questions parce qu'il est question de préserver la société d'opportunités qui était à l'œuvre aux États-Unis. Dans 2015-2016, la classe moyenne est passée en deçà de la barre des 50%. Donc c'est destructeur pour ce qui est des perspectives. Et quand vous regardez les élites au sommet de la pyramide, ils sont très peu. Et puis bon, si vous voulez construire des automobiles, il faut étendre, amplifier votre production, créer des usines, recruter. Alors si vous avez un site web, vous allez vendre vos données. Il n'y a pas de coûts marginaux qu'il faut rajouter à votre modèle d'entreprise. Enfin, voilà. Merci Andrew. Je vais peut-être prononcer les mots de la fin. Vous vouliez rajouter quelque chose très rapidement ? Oui, bon, je fais court, un petit post-script, mais sans exposer plus avant les arguments présentés à l'instant par Andrew. Mais il y a un autre angle d'approche. Alors j'estime qu'il existe un système systémique qu'il faut envisager. Si nous avons vaincu les soviets, ou si ce qui explique la défaite des soviets, ce n'était pas notre supériorité de système et ainsi de suite. Ils étaient très bons, les soviets, dans les maths et dans d'autres sciences. En fait, ils se sont écroulés sous le poids de leurs propres contradictions. La corruption était endémique et comment dire, les conditions davantage à caractère politique, mes parents par exemple, dans les années 70, de grand nombre de personnes essayaient de quitter la sphère soviétique. Et aux États-Unis, c'est le contraire. Un grand nombre de personnes voulaient rentrer aux États-Unis. Et le flux opposé n'existait quasi pas. Et donc, en plus des dangers recensés par Andrew,
ce que je vois maintenant, ce sont des dangers liés au système politique aux États-Unis. Si vous avez un grand nombre d'Américains qui n'accordent pas crédit à l'issue d'un processus électoral, c'est dangereux. Si vous avez une population américaine qui estime que d'autres Américains sont des ennemis à abattre, c'est un problème fondamental. Et donc, ce qu'il faut faire en tant que nation pour pouvoir aller de l'avant avec succès, il faut vraiment analyser et gérer ces problèmes sociopolitiques qui sont facteurs de division et qui nous empêchent de nous rapprocher, de converger pour constituer une nation. Une nation d'ailleurs qui est fondée non pas sur des traits ethniques ou quelque chose de ce genre, mais qui se fonde sur les valeurs, précisément sur les principes qui sont derrière la Révolution américaine, la Constitution, et qui convient de souligner encore aujourd'hui. Merci. Alors, je réagis à ce que vous avez dit, le ciment pour fédérer. Et je pense que les orateurs ont fait des exposés du plus vif intérêt, la quête de sens, la crise caractérisée par la culpabilité, c'est Josh, la panique de perdre la question de la souveraineté, l'échec de la culture, et puis bon, la crise existentielle qui est présente sur le sol américain. Et c'était intéressant d'entendre Andrew Michka nous dire que si nous voulons reconstruire, eh bien, cela suppose de reconstituer la filière industrielle, l'appareil industriel américain. Ce sont pragmatiques, ce sont des bâtisseurs, les Américains. Et puis, dernière chose, quand vous parlez des échecs, et hubris, Andrew, c'était vous qui avez évoqué ce terme, et la fin de la guerre froide, cela me rappelle ce qui s'est produit en Russie après la guerre froide. À l'époque, la Russie suivait les règles de son propre système, et c'est un problème. Mais il y avait de grandes attentes du côté de l'Occident. Mais peut-être que l'Occident était parfaitement incapable de gérer ce problème, ces attentes. Mais il y avait des attentes déçues, si je puis dire, un caractère existentiel. Il y avait une vide et un sens d'abandon. Et je me souviens, c'était frappant d'ailleurs, aux approches de 2006, 2007, je me rendais régulièrement en Russie. Et pendant mon séjour sur le sol russe, j'ai l'impression que la Russie se détachait de nous, s'éloignait, prenait le large. Et c'était frappant. Ceux qui observaient la Russie se disaient « Non, non, il faut attraper la Russie pour la garder avec nous. » Mais on ne pouvait pas, c'était trop tard. Leurs esprits étaient tournés ailleurs et se sont sentis, ils ont ressenti un sentiment d'impuissance et de trahison. Et quand je contemple les États-Unis, quand je vois que certains pans de la population éprouvent le même sentiment, certaines catégories de la population américaine font sécession, quittent la collectivité. Et désespérément, on essaie de les rattraper. C'est une problématique qui revêt une importance capitale parce qu'une fois parties, ces personnes, une fois la porte fermée dans leur dos, ça ouvre un nouveau chapitre. Voilà, donc un échange magnifique avec des orateurs de grande qualité et un public très alerte. Et merci à notre modératrice, sans peur.